Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va explorer une vision, disons, très différente de notre histoire et de notre réalité. On va s'appuyer sur les sources qu'on a analysées pour, en quelque sorte, déconstruire ce qu'on croit savoir. L'idée c'est vraiment d'examiner une autre version des faits. Alors tenez-vous bien, parce que certains arguments qu'on va aborder, eh bien ils secouent pas mal. C'est la question qui va nous servir de fil rouge. Et si tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qu'on a appris à l'école, si tout ça ce n'était pas toute l'histoire? C'est vraiment le point de départ qui nous pousse à remettre en question nos certitudes, à envisager un autre récit sur nos origines, sur qui on est vraiment. Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans cette exploration. Alors pour commencer, on va remonter le temps, mais bien plus loin que ce que l'histoire officielle nous raconte. On va se pencher sur des indices, des anomalies qui, d'après les sources, viennent complètement bousculer la chronologie qu'on connaît tous. En fait, le postulat de départ est assez simple. Il suggère que notre histoire, telle qu'on l'apprend, est incomplète, voire, dans certains cas, carrément falsifiée. L'idée, c'est qu'il y aurait eu quelque chose avant. Une civilisation, une connaissance bien plus avancée, qui aurait été, pour une raison ou une autre, effacée des tablettes. Et quand on regarde cette chronologie, on tombe sur des trucs assez troublants, de vraies énigmes. Pensez-y. D'un côté, on a des constructions, comme les pyramides d'Égypte, d'une précision mathématique et astronomique qui nous laisse encore pantois aujourd'hui. Et de l'autre, on a cette fameuse carte, la carte de Piri Reis. On est en 1513 et cette carte montre l'Antarctique, mais sans sa calotte glaciaire. Comment c'est possible? Eh bien pour les sources qu'on analyse, la réponse est claire. C'est la preuve d'un savoir hérité. Un savoir qui viendrait d'une civilisation très ancienne, aujourd'hui disparue, qui a connu le monde à une époque où l'Antarctique n'était pas un désert de glace. Alors pour expliquer ces mystères, les sources se tournent vers une interprétation, disons, assez controversée des anciennes tablettes sumériennes. Et selon cette lecture, tout commencerait avec l'arrivée d'êtres venus d'ailleurs. On les appelle les Anunnaki, ils seraient arrivés sur Terre il y a environ 450 000 ans, depuis une planète nommée Nibiru. Et leur but, il était très précis, ils venaient chercher de l'or. Pas pour la joaillerie, non, mais parce que cet or était apparemment essentiel pour sauver l'atmosphère de leur propre planète. Et c'est là que notre histoire, notre propre histoire, commencerait. Parce que, visiblement, extraire de l'or, c'est un travail de forçat. Alors les Anunnaki auraient eu une idée, créer leur propre main-d'œuvre. Comment? Par manipulation génétique. Ils auraient pris leur propre ADN et l'auraient mélangé avec celui des hominidés qui vivaient déjà sur Terre. Le résultat, c'est ce qu'ils appellent l'ouvrier primitif. Après plusieurs tentatives, le premier modèle parfait aurait été baptisé Adamo. Ça vous rappelle quelque chose? C'est une perspective qui change tout. On ne serait pas le fruit d'une lente évolution hasardeuse, mais d'une création intentionnelle. Bon, on a posé ce cadre, cette histoire alternative de nos origines. Maintenant, on va voir comment ce récit débouche sur une théorie de contrôle, une manipulation qui se poursuivrait encore aujourd'hui. La question est simple, si l'humanité a été conçue pour servir, comment est-ce que ce système de contrôle a pu perdurer à travers les âges? L'idée, c'est un peu comme un iceberg. Ce qu'on voit, la partie émergée, c'est la réalité apparente. Les démocraties, les élections, on a l'impression de choisir nos dirigeants. Mais la partie immergée, la plus grosse, ce serait une structure de pouvoir cachée. Une élite composée de descendants de très anciennes lignées qui maintiendrait le véritable contrôle. C'est eux qui tiraient les ficelles en coulisses. Pour donner un exemple concret, les sources mettent en avant le fait que sur les 43 premiers présidents américains, 34 seraient des descendants directs de Charlemagne. Coïncidence? Pour cette théorie, pas du tout. C'est la preuve d'une continuité du pouvoir. Mais alors, comment ils font? Comment cette élite maintient-elle son emprise? L'une des stratégies décrites est un mécanisme en 3 temps, redoutablement efficace. Problème, réaction, solution. C'est simple. Étape 1, on crée un problème. Une crise financière, une guerre, une attaque terroriste, peu importe si c'est réel ou provoqué. Étape 2, on observe et on amplifie la réaction du public. La peur, la colère, le besoin de sécurité. Le public demande qu'on fasse quelque chose. Et là, étape 3, on apporte la solution. Une solution qui était prête depuis le début et qui, comme par hasard, va toujours dans le même sens. Plus de contrôle, plus de surveillance et moins de liberté pour tout le monde. Pour que ça marche, ils ont toute une boîte à outils. L'outil principal, le plus puissant, c'est la peur et la division. Diviser pour mieux régner, c'est un classique. Ensuite, il y a le système financier. En créant la dette, il nous tient tous en laisse, il nous rend dépendants. Viennent ensuite les médias et le système éducatif, qui seraient là pour formater notre vision du monde, pour nous maintenir dans une boîte de pensée. Et enfin, le 4e outil, c'est la suppression du savoir. On nous cacherait des connaissances cruciales, que ce soit sur nos véritables origines ou sur des technologies comme les énergies libres, pour nous garder impuissants et ignorants. Et ce n'est pas une idée nouvelle.
Écoutez bien cette citation de Thomas Jefferson, qui n'est quand même pas n'importe qui. C'était le 3e président des États-Unis. Il y a plus de 200 ans, il écrivait déjà que si on laissait des banques privées contrôler la création de la monnaie, eh bien ces banques finiraient par priver le peuple de toute propriété jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur la terre que leurs ancêtres avaient conquise. C'est assez prophétique quand on y pense. Bon, là, on n'a pas un tableau assez sombre. Il faut le reconnaître, on a l'impression d'être dans une prison sans barreaux. Mais c'est justement là que le discours des sources change complètement. Après avoir décrit la prison, elles nous tendent la clé pour en sortir. Et c'est ça le fameux grand secret. La solution, en fait, elle ne dépendrait que de nous. Et voilà le point essentiel, le cœur du message. La clé, elle est en nous. Ça veut dire que pour sortir de cette matrice, il ne s'agit pas de mener une guerre contre une élite extérieure, non. La vraie révolution, le véritable pouvoir de changement, il est à l'intérieur. C'est une bataille intérieure. En fait, pour changer le monde, il faudrait d'abord se changer soi-même. C'est ce qu'on appelle le principe de la réalité miroir. Imaginez que le monde extérieur est un gigantesque miroir. Qu'est-ce qu'il reflète? Notre état intérieur collectif, toutes nos pensées, nos émotions, nos croyances. Du coup, les guerres, les crises, la peur ambiante, ce ne serait que le reflet de nos propres peurs, de nos propres divisions intérieures. C'est une idée radicale, parce que ça veut dire que pour changer ce qu'on voit dans le miroir, ça ne sert à rien de s'énerver contre le reflet. Il faut changer ce qui est reflété, c'est nous. Ok, c'est une belle idée, mais concrètement on fait comment? Si on est vraiment les créateurs de notre réalité, c'est quoi nos outils? Comment on s'y prend? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va explorer les principes qui nous permettraient de reprendre les rênes de ce pouvoir. Alors, il y a 3 principes fondamentaux qui se dégagent. Premier principe, la responsabilité totale. Ça veut dire accepter que tout ce qui nous arrive dans notre vie est, d'une manière ou d'une autre, notre création, sans se blâmer, mais en reprenant le pouvoir. Deuxième principe, le non-jugement. Arrêter de se juger soi-même et de juger les autres. Parce que chaque jugement crée de la séparation, et c'est justement cette séparation qui alimente le système de contrôle. Et enfin, troisième principe, vivre dans le présent. L'ici et maintenant. Le passé est fini, on ne peut plus rien y faire. Le futur n'existe pas encore. Le seul point de pouvoir, le seul moment où on peut vraiment créer quelque chose, c'est maintenant. Et ça va plus loin. Nos émotions seraient des vibrations qui façonnent la matière. Littéralement. Pour comprendre ça, les sources parlent de la cymatique. C'est l'étude de l'effet du son sur la matière. Si on met du sable sur une plaque de métal et qu'on fait vibrer cette plaque avec un son, eh bien le sable va former des motifs géométriques. Et ce qui est fascinant, c'est qu'une vibration de basse fréquence, comme la colère ou la peur, crée des formes simples, désorganisées, alors qu'une vibration de haute fréquence, comme l'amour ou la joie, crée des formes incroyablement complexes, belles, harmonieuses. L'idée, c'est que nos émotions font exactement la même chose avec la réalité qui nous entoure. Ce pouvoir de vibration irait même jusqu'à influencer notre propre ADN. La théorie, c'est que notre ADN fonctionne comme un ensemble d'antennes. Sur les 64 antennes potentielles que nous aurions, on n'en utiliserait qu'une vingtaine. Les autres seraient comme en veille. Et qu'est-ce qui pourrait les activer? Nos émotions. La peur, le stress, toutes ces basses vibrations maintiendraient ces antennes éteintes. Alors que l'amour, la gratitude, les hautes vibrations permettraient de les allumer et donc de capter beaucoup plus d'informations, de nous connecter à d'autres dimensions de la réalité. Ok, on a vu le pouvoir individuel. Mais qu'est-ce qui se passe quand on passe à l'échelle collective? Si une personne peut changer sa réalité, imaginez ce qui se passe quand des milliers, des millions de personnes le font en même temps. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. C'est là qu'intervient le concept de masse critique. On l'appelle aussi parfois l'effet du centième singe. L'idée, c'est qu'il n'est pas nécessaire que 100% de la population change pour que le monde change. Pas du tout. Il suffirait qu'un tout petit pourcentage de gens atteignent un certain niveau de conscience. Certaines sources parlent de la racine carrée de 1% de la population pour que cette nouvelle conscience se propage à tout le reste du groupe, comme une vague. C'est un effet de bascule. Et ça veut dire que chaque personne qui fait ce travail intérieur compte énormément pour atteindre ce fameux seuil. Donc si on veut contribuer à cette masse critique, quels sont les outils pour élever notre propre vibration? C'est assez simple en fait. D'abord, l'amour inconditionnel, considéré comme la vibration la plus haute, le tissu même de l'univers. Ensuite, la gratitude. Être reconnaissant pour ce qu'on a déjà, ça change complètement notre fréquence. Le pardon aussi est super important. Pardonner aux autres, mais aussi à soi-même, pour se libérer du poids du passé. Et enfin, le respect et le sentiment d'unité. Réaliser qu'on est tous connectés, que la séparation est une illusion. Finalement, le message central de toute cette théorie est assez clair. La libération globale passe par la transformation individuelle. Le chemin vers un monde meilleur ne serait pas une révolution dans la rue, mais une évolution dans les cœurs. Il ne s'agissait pas de se battre contre quelque chose, mais de se transformer soi-même. Chaque individu qui choisit consciemment l'amour au lieu de la peur devient une fissure dans la matrice de contrôle. Et on va terminer avec une question qui résume tout.
Si toute cette théorie est juste, si notre réalité n'est que le miroir de notre état intérieur collectif, alors le pouvoir de créer un monde différent est entre nos mains. Pas demain, pas hier, ici et maintenant. La question est donc simple, quelle vibration est-ce qu'on choisit de diffuser? Là, tout de suite.